Ah, les États-Unis, un pays-continent qui nous fait rêver. Des symboles emblématiques connus de tous. Le mont Rochemort, la bannière étoilée et la statue de la liberté. Cadeau de la France à l'Amérique, symbolisant l'amitié entre nos deux peuples. C'est l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui. Mais avant ça, vous connaissez les bases. On n'oublie pas de s'abonner, si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un j'aime. Ce serait un beau symbole d'amitié entre vous et nous. Notre histoire commence le 28 septembre 1875, lorsqu'un communiqué paraît dans les journaux français et annonce le 100e anniversaire de l'indépendance américaine pour le 4 juillet 1876. Ce sera également l'occasion de célébrer l'amitié franco-américaine et le rôle primordial de la France dans cette guerre d'indépendance. Bonjour, je vous offre ce guide 1000 sauces pour accompagner votre burger. Je vous remercie. Grenouilles, escargots et fromage moisi. Toutes les bonnes recettes. Interesting. Mais d'où vient cette histoire de statue? Qui en a eu l'idée? Pour cela, il faut s'intéresser à Édouard de Laboulaye, un historien du droit fasciné par l'Amérique, avec des habitudes un tantinet excentriques, du genre à se promener habillé en Benjamin Franklin dans Paris. Ce genre de gars bizarre. Un après-midi de 1865, Laboulaye organise un petit repas entre amis et reçoit notamment Auguste Bartholdi, un sculpteur. Ils parlent de tout et de rien, mais ils évoquent la guerre de sécession américaine qui vient de se terminer par la victoire de l'Union des États du Nord. Laboulaye propose de leur envoyer un cadeau pour témoigner de l'amitié et du soutien de la France. Et quand je parle de cadeau, je parle d'un monument, un truc qui a de la gueule, pas un bouquet de fleurs ou une tablette de chocolat. On s'est compris. Parlons un peu d'Auguste Bartholdi. Et remontons à l'année 1856. C'est alors un jeune homme de 22 ans, apprenti sculpteur qui voyage en Égypte. Ce pays le fascine, et notamment les constructions monumentales comme les pyramides ou le Sphinx. Il s'intéresse également au canal de Suez et aimerait, dans ses rêves d'artiste, construire une sorte d'immense phare. On commence à voir quelques indices. Le gars est convaincu et va même présenter son projet au vice-roi d'Égypte. Des croquis et des miniatures d'une femme habillée en paysanne, tenant une lanterne et une couronne sur la tête. Mais sa statue est vue comme un symbole colonialiste, célébrant plus la réussite française qu'autre chose. Le vice-roi n'est pas emballé, et il préférait une inspiration plus locale. C'est un échec de ce côté-là, mais c'est pas grave, d'autres opportunités vont apparaître. Notamment cette idée de Laboulaye, celle d'un cadeau diplomatique offert aux États-Unis. Le projet va prendre un peu de retard, car les Français reprochent aux Américains le soutien, ou au moins leur sympathie, envers les Allemands. Ce qui n'empêche pas Bartholdi de faire des ébauches en terre cuite et des modèles réduits. Le 8 juin 1871, les choses s'accélèrent. Auguste Bartholdi part pour 5 mois aux États-Unis. Il propose d'abord sa statue à Philadelphie, avant de privilégier New York. Il va chercher un emplacement digne d'accueillir sa statue et repère le site de Bedloes Island, futur Liberty Island. Il en profite également pour rencontrer le président Ulysse Grant et pour organiser un dîner avec l'objectif d'une collecte de fonds. Mais il revient en France sans argent parce que les hommes d'affaires américains voulaient apposer le nom de leur compagnie sur la statue. Dès son retour, il commence son œuvre dans les ateliers Gustave Eiffel, qui serviront quelques années plus tard pour une autre construction plutôt célèbre. C'est pas tout ça, mais pour construire une statue allégorique de la liberté, il faut un modèle. Yeah! Refusé! Refusé. Refusé! La liste des modèles potentiels de la Statue de la Liberté est longue, et pour cause, il n'existe
aucune preuve. Isabella Eugénie Boyer, veuve de l'inventeur milliardaire Isaac Merritt Singer. Mais Bartholdi l'a rencontrée bien après avoir créé le visage de sa statue. Charlotte Bartholdi, la mère de notre sculpteur, la question lui a souvent été posée et il n'a jamais démenti. La grande Céline, une prostituée qui avait l'habitude de bosser pour lui comme modèle. Mais les deux hypothèses les plus probables sont Sarah Koblenzer, la femme d'Adolphe Salmon, amie très proche de Bartholdi. Des documents prouvent que Sarah a posé pour le sculpteur à Paris pour la Statue de la Liberté. Mais, l'explication qui fait le plus consensus, c'est qu'il n'y a pas de modèle précis. Auguste Bartholdi se serait inspiré de plusieurs visages de femmes et pas d'un cas en particulier. La question étant réglée, passons maintenant au plus important, la construction. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si tu ne construis pas, ça ne sert à rien. Pour commencer, on va répartir les tâches. Les Français sont responsables de la conception de la statue, de sa construction et de son assemblage. Les Américains, quant à eux, se chargent de la construction du socle. Mais avant tout, il faut trouver des sous, du fric, de la moula. Tout est bon à prendre. Spectacles, banquets, taxation publique, loterie, produits dérivés, opéra, contribution des mairies et d'une partie des organismes publics. En Amérique, la même chose. Théâtre, exposition, vente aux enchères et combat de boxe. Il faut attendre 1880 pour que la totalité des fonds soit assurée. Pour l'aider dans cette œuvre gigantesque, Bartholdi va avoir besoin d'aide. Et il ne va pas faire appel à n'importe qui. Le premier architecte engagé est Eugène Viollet-le-Duc, l'homme qui a œuvré à la restauration de Notre-Dame de Paris. Celui-ci meurt en 1879 et son remplaçant n'est autre que Gustave Eiffel. Pendant plusieurs années, les Parisiens vont avoir le plaisir de voir la construction de cette immense statue. On n'oublie pas l'aspect financier, puisque de nombreux produits dérivés sont vendus, notamment lors de l'exposition universelle de 1878. Petite anecdote, des miniatures de la statue portant le nom de Gadget seront à l'origine du mot gadget. Selon la légende, en tout cas. Une fois la statue terminée, elle est démontée en 350 pièces, transportée en bateau jusqu'à New York. En sachant que le bras droit et la flamme étaient déjà présents sur le continent suite à une exposition. Une fois là-bas, il faut 4 mois pour la remonter et enfin, son inauguration a lieu en octobre 1886 avec 10 ans de retard sur la date prévue. Le site choisi pour accueillir la Statue de la Liberté, c'est Liberty Island, une petite île située dans le port de New York. L'emplacement est symbolique puisqu'elle est tournée vers l'Europe, comme pour mieux les accueillir sur le Nouveau Monde. La Statue de la Liberté servira de phare pour le port de New York de 1886 à 1902. En juillet 1916, un réseau d'espionnage allemand, 1916, fait sauter un dépôt de munitions situé à proximité de la statue, ce qui entraîne de nombreux dégâts. Le coût des réparations serait de 2 millions de dollars actuels. Depuis, il est interdit de visiter le bras et la torche de la statue. Petite anecdote bis, l'homme chargé des réparations sera le sculpteur Gutzon Borglum, qui créera plus tard le mont Rochemort. Décidément, il y a eu du beau monde pour s'occuper de notre belle statue. 2 semaines après son inauguration, 20 000 personnes viennent la visiter. Ils étaient presque 1 million dans les années 60 et plus de 3 millions depuis les années 90. C'était l'histoire de la Statue de la Liberté, ce symbole des États-Unis. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous voulez qu'on vous parle d'autres symboles ou d'autres histoires des États-Unis d'Amérique. On vous précise, d'ailleurs, que l'on a une série sur les grandes figures du Far West, si le sujet vous intéresse. Vous connaissez les classiques, abonnez-vous, mettez des j'aime, des commentaires, rejoignez-nous, c'est important, sur TikTok et sur Instagram. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.